La mère de Camille lui avait laissé un appartement et 3 millions d'euros. À son frère, elle avait légué une simple boîte de chocolat. Au moins, tu auras quelque chose de sucré avant de mourir de faim dans la rue, avait ajouté son mari, avec un sourire sarcastique. Camille, en larmes, s'était assise sur un banc dans le parc et avait décidé de goûter un chocolat. Mais ses dents avaient heurté quelque chose de dur à l'intérieur. Elle avait délicatement sorti un petit objet. Avant d'arriver au parc, elle avait été dans le bureau étouffant du notaire. L'air dans cette petite pièce était lourd, chargé de l'odeur de vieux papier et de poussière. Elle était assise sur une chaise rigide, les doigts crispés sur son sac à main. En face d'elle, derrière un grand bureau en chêne, se tenait le notaire, un homme âgé aux yeux fatigués qui nettoyait régulièrement ses lunettes. À côté d'elle, son frère, Julien, était affalé, dégageant un parfum coûteux mêlé à une odeur de suffisance. Il tapotait nerveusement sur l'accoudoir, jetant des coups d'œil à sa montre. Son mari, Victor, se tenait légèrement en arrière, la main posée sur son épaule, une pression qui lui semblait lourde comme du plomb. Le notaire avait toussé, remis ses lunettes et pris le document principal en main. Le testament de sa mère. Son cœur battait la chamade, gênant sa respiration. Elle savait que sa mère l'aimait, toujours, la surnommant son soutien, sa petite infirmière, son rayon de soleil. Julien, bien qu'il soit l'aîné, n'avait jamais été le pilier de la famille, comme sa mère le disait souvent. Elle était persuadée qu'elle avait pris soin d'elle. La voix du notaire était monotone, dénuée d'émotion. Il lisait des phrases sèches, énumérant les biens de sa mère, un appartement de 3 pièces au centre de Paris, leur forteresse familiale où elle avait grandi, où chaque rayure sur le parquet racontait une histoire. Des comptes bancaires. Quand elle entendit le montant, elle en perdit le souffle. 3 millions d'euros. Une fortune que sa mère avait économisée pendant des années, mettant de côté une partie de son modeste salaire d'ingénieur. Un silence pesant s'installa. Le notaire leva les yeux au-dessus de ses lunettes, d'abord vers Julien, puis vers elle. Elle retint son souffle. Voici le moment crucial. Tous les biens énumérés, à savoir l'appartement et les fonds sur tous les comptes. Je, Camille Coulis, lègue à mon fils, Julien Coulis. L'air s'échappa de ses poumons dans un sifflement silencieux. Elle ne pouvait pas y croire. C'était une erreur. La main de Victor sur son épaule se resserra, mais d'une manière qui lui semblait plus évaluative qu'encourageante. Elle tourna les yeux vers Julien, dont le sourire triomphant s'étalait sur son visage. Il avait gagné. Il avait toujours voulu gagner. Attendez, murmura-t-elle, il doit y avoir quelque chose d'autre. Le notaire replongea dans ses papiers. Oui, il y avait un autre point. Un mince espoir, désespéré, s'alluma en elle. À ma fille, Camille Coulis, je laisse une boîte de chocolat délices de ma terre, achetée le jour de la rédaction de ce testament. Dans la pièce, le silence était si lourd qu'elle pouvait entendre le sang battre dans ses oreilles. Une boîte de chocolat, bon marché, des friandises que sa mère n'aimait même pas. C'était une blague cruelle, une moquerie. Julien éclata de rire, un rire fort et résonnant qui emplit le bureau. Il se frappa les genoux et se laissa aller en arrière sur sa chaise, continuant à rire. Maman m'a laissé l'appartement et 3 millions, et toi, cette boîte de chocolat, cria-t-il en la désignant du doigt. Son visage était rouge de plaisir. Eh bien, ma sœur, ne t'inquiète pas. Un grand héritage. Tu pourras en manger un par jour, ça devrait suffire. Les larmes lui brûlaient les yeux, voilant sa vue. Elle sentait tous les regards sur elle. Le notaire avec pitié, des parents éloignés avec curiosité. Elle chercha du soutien dans le regard de Victor, mais son visage était froid comme la glace. Il retira sa main de son épaule. Eh bien, lança-t-il avec un sourire cynique, regardant Julien plutôt qu'elle. Au moins,
tu auras quelque chose de sucré avant de mourir de faim dans la rue. Ces mots la frappèrent plus durement que le testament, plus durement que le rire de son frère. C'était son mari, l'homme qui avait juré de l'aimer dans les bons comme dans les mauvais moments. Il la regarda de haut, et dans ses yeux, elle ne vit que du dégoût. « Dégage, lui lança-t-il. Doucement, mais assez fort pour qu'elle entende. Elle se leva, renversant la table. L'humiliation était si forte qu'elle avait du mal à respirer. Saisissant la maudite boîte de chocolat, la seule chose qu'il lui restait de sa mère, elle s'enfuit du bureau, ne voyant pas le chemin à travers ses larmes. Elle ne se souvenait pas comment ils étaient rentrés chez eux. Tout le long du trajet, Victor était resté silencieux, les mains fermement agrippées au volant. Son profil était celui d'un étranger, dur et en colère. Quand ils entrèrent dans leur appartement, celui où ils avaient vécu pendant 10 ans, il ne lui permit même pas de retirer son manteau. « J'ai tout dit », murmura-t-il en ouvrant la porte d'entrée. « Fais tes bagages et sors. Tu as une demi-heure. Je ne vais pas entretenir une mendiante. J'ai épousé une femme avec un héritage, pas une clocharde avec une boîte de chocolat. » Elle resta là, le regardant, tandis que le monde s'effondrait autour d'elle. Ce n'était pas son Victor, celui qui lui apportait le café au lit et l'appelait sa reine. C'était un prédateur qui avait compris que sa proie s'échappait. « Mais où vais-je aller » murmura-t-elle. « C'est ton problème » rétorqua-t-il. « Chez des amis, à la gare. Où tu veux, mais pas ici. Cet appartement, enfin, cet appartement, m'appartient, et je ne veux pas te voir ici. » Elle ne chercha pas à discuter. Elle n'en avait pas la force. Silencieusement, comme dans un rêve, elle se dirigea vers la chambre et ouvrit l'armoire. Que prendre ? Toute sa vie était dans cet appartement. Voici la robe qu'il lui avait offerte pour leur anniversaire. Voici les photos de leurs vacances. Elle agissait comme une automate, rassemblant dans un vieux sac de sport le strict nécessaire, des sous-vêtements, une brosse à dents, son passeport, un vieux photo-album de sa mère. Victor se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, pressant le pas. « Plus vite, ne traîne pas. » 20 minutes plus tard, elle se tenait sur le seuil, un sac dans une main, la boîte de chocolat dans l'autre. Il ne lui jeta même pas un regard, claquant la porte derrière elle. Elle entendit le bruit du verrou. Puis un autre tour de clé. Pour être sûre. Le vent d'automne lui glaçait les os. Elle marchait dans la rue, sans prêter attention au chemin. Ses jambes l'amenèrent d'elle-même dans un vieux parc où elle se promenait avec sa mère quand elle était petite. Elle s'assit sur un banc froid, mouillé par la pluie récente. Il n'y avait personne autour, juste le bruissement des feuilles tombantes et les cris des corbeaux. Elle était là, serrant son sac, regardant la boîte de chocolat dans ses mains. Délices de ma terre. Quelle ironie. Tous ces « délices de ma terre » tenaient maintenant sur ce banc. Pourquoi sa mère avait-elle agi ainsi? Pourquoi une telle cruauté? Avait-elle vraiment mérité une telle humiliation publique? Les larmes coulaient à nouveau sur ses joues, mais ce n'étaient plus des larmes de chagrin, mais de colère et d'incompréhension. À un moment, le désespoir devint insupportable. Elle ressentit le besoin de faire quelque chose, de briser, de détruire. Elle secoua la boîte avec force. Les chocolats à l'intérieur roulèrent bruyamment. En l'ouvrant, elle découvrit des rangées soignées de dômes en chocolat. Juste des bonbons, rien de plus. Et là, une sorte de colère enfantine se réveilla en elle. Si c'était tout ce qu'il lui restait, elle allait les manger tout de suite. Tous, un par un. Au moins une douceur avant de mourir de faim dans la rue, comme l'avait dit Victor. Elle prit un chocolat, le plus ordinaire, et sans regarder, le mit dans sa bouche. Elle mordit avec fureur et ressentit immédiatement une douleur aiguë. Quelque chose de dur, métallique, frappa ses dents. Elle poussa un cri et cracha le chocolat dans sa main.
Il était cassé, et de la garniture collante dépassait un objet. Une noisette? Non, trop bien formée. Ses doigts tremblaient. Elle essuya la masse collante sur le bord du banc et tenta de sortir ce qui se trouvait à l'intérieur. C'était quelque chose de petit et froid. Elle commença à essuyer les restes de chocolat et de garniture avec la manche de son manteau. Peu à peu, l'objet devint plus propre. C'était une petite clé ancienne avec une tête décorative. Pas celle d'un appartement, ni d'une boîte aux lettres. Ce genre de clé se trouve pour les coffres-forts. Elle resta figée, la regardant. Son cœur, qui battait à peine à cause de la douleur, se mit à battre avec une force folle. Maman. Sa mère, qui avait tout planifié, qui lui avait appris qu'il n'y avait pas de coïncidence dans la vie. Elle ne l'aurait jamais laissé juste avec des chocolats. Ce n'était pas une insulte, c'était un message. Le premier maillon d'une chaîne. Elle retourna la clé entre ses doigts, et son cœur fit un bond. À sa base, un petit morceau de scotch presque invisible était collé, et en dessous, un bout de papier soigneusement enroulé. Avec ses ongles cassés, à peine en train de respirer, elle souleva le scotch et déplia le papier. Il était de la taille d'un ongle. Écrit de la main de sa mère, une écriture qu'elle aurait reconnue parmi mille. Il n'y avait que quelques mots. Le nom de la banque, celle où sa mère avait un compte, et le numéro de la cellule. Elle se leva du banc. Ses jambes étaient engourdies par le froid et le long moment passé assise, mais elle ne le sentait pas. Le sang battait dans ses tempes, et dans sa main, elle tenait la petite clé et le papier si fermement qu'elle craignait de les briser. La banque. Il fallait aller à la banque. Tout de suite. Demain, il sera trop tard. Julien allait transférer tous les comptes, bloquer tout ce qui pouvait l'être. Il avait toujours été rapide quand il s'agissait d'argent. Elle courait presque dans les rues, serrant son sac et la boîte de chocolat contre elle. Les gens se retournaient, la regardaient comme une folle, échevelée, le visage en larmes, courant quelque part dans l'obscurité croissante. Mais elle s'en moquait. Un feu brûlait en elle. Ce n'était plus de l'indignation, ni de l'amertume. C'était de l'espoir, cruel et désespéré. Sa mère ne l'avait pas trahi. Elle jouait son jeu, et elle venait de recevoir la première carte. L'agence de la banque se trouvait à 10 minutes à pied. Un bâtiment monumental avec des colonnes. Il lui avait toujours semblé étranger et froid. Elle poussa la lourde porte et entra. L'air chaud et le silence de la salle d'opération l'enveloppèrent. Quelques clients étaient assis au guichet. Dans un coin, un téléviseur fonctionnait doucement. Elle s'approcha du comptoir, où se tenait une jeune femme au maquillage impeccable et au regard ennuyé. « Bonjour, je voudrais accéder à une cellule de coffre-fort, » dit-elle, essayant de garder sa voix stable. La jeune femme l'examina d'un regard évaluateur. Son manteau froissé, ses yeux rougis, son vieux sac de sport, tout cela ne correspondait pas à l'image d'une cliente détenant des valeurs dans une cellule de coffre-fort. « Votre passeport et le contrat de location de la cellule, » prononça-t-elle avec indifférence. « Je n'ai pas de contrat. » Son cœur s'effondra. « Je pense que la cellule appartenait à ma mère. Elle est décédée. » Le regard de la jeune femme devint encore plus froid. « Dans ce cas, vous avez besoin d'un certificat de succession, notarié. »« Mais j'ai une clé. » Elle lui tendit la petite clé tremblante. « Et le numéro de la cellule. » Elle ne jeta même pas un coup d'œil. « La clé ne signifie rien. Il faut des documents. Sans eux, je ne peux rien faire pour vous. » La panique lui monta à la gorge. Est-ce que c'était tout? La fin. Elle était venue ici pleine d'espoir, et maintenant on allait la jeter dans la rue à cause d'un simple papier. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle, sentant les larmes revenir. « S'il vous plaît, vérifiez juste. » Elle s'appelait Camille Couli.
peut-être qu'elle l'avait inscrite comme personne de confiance. C'était la dernière paille, la plus fragile. Elle-même ne croyait pas à ce qu'elle disait. Mais la jeune femme, peut-être par pitié, ou juste pour s'en débarrasser, soupira et commença à taper sur son ordinateur. Elle fronça les sourcils en regardant l'écran. Puis encore une fois. Attendez ici, lança-t-elle et disparut au fond de la salle vers le bureau du directeur. Elle se retrouva seule au milieu de la salle. Chaque minute semblait une éternité. Elle était sûre qu'un agent de sécurité allait arriver pour l'expulser. Mais 5 minutes plus tard, la jeune femme revint avec un homme imposant en costume coûteux. « Êtes-vous Camille Cooley » demanda-t-il d'un ton strict. Elle hocha la tête. « Votre mère vous a effectivement désigné comme la seule personne ayant accès à la cellule numéro 312. Suivez-moi. Votre passeport, s'il vous plaît. » Elle lui tendit son passeport. Il l'examina attentivement, comparant la photo avec son visage fatigué, puis hocha la tête. Ils traversèrent toute la salle jusqu'à une porte discrète dans le mur. Derrière se trouvait un couloir et une autre porte en acier massive, comme dans un film de braquage de banque. Le directeur l'ouvrit avec sa clé, et ils entrèrent dans la salle des coffres. La pièce était petite, remplie de cellules métalliques de différentes tailles, du sol au plafond. L'air était froid et sentait le métal. Le directeur la conduisit jusqu'à un mur. 312, il inséra sa clé dans une serrure, puis désigna la seconde. Maintenant, c'est à vous. Ses doigts ne lui obéissaient plus. Elle parvint à insérer la petite clé dans la serrure. Elle tourna la clé. Un léger clic se fit entendre. Le directeur tira sur la poignée et sortit un long tiroir métallique. La salle pour travailler avec les valeurs est à gauche. Quand vous aurez terminé, appuyez sur le bouton d'appel sur le mur, dit-il en sortant, la laissant seule dans le couloir. Le tiroir était lourd. Elle le transporta jusqu'à une petite pièce sans fenêtre, où se trouvaient seulement une table et une chaise, et le posa sur la table. Elle ferma la porte derrière elle. Pendant quelques secondes, elle le regarda, craignant d'ouvrir. Et si c'était vide? Ou s'il y avait encore une boîte de chocolat? Finalement, elle prit son courage à deux mains. Elle souleva le couvercle. À l'intérieur, il n'y avait ni argent, ni bijoux, rien qui brille ou sonne. Au fond du tiroir se trouvait une seule épaisse enveloppe en papier jaune. Son nom, Camille, était écrit en haut dans l'écriture familière de sa mère. Son cœur recommença à battre lourdement. Elle sortit l'enveloppe. Elle n'était pas scellée. À l'intérieur se trouvait une pile de papier et une feuille pliée en 4 d'un cahier d'école. C'était une lettre. Elle la déplia. Ma chérie, mon soleil. Si tu lis ceci, cela signifie que tu as bien agi. Cela signifie que mon cœur ne s'est pas trompé sur toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour ce théâtre, pour l'humiliation que tu as dû subir. Je n'avais pas d'autre choix. Je savais que Julien et les autres ne te laisseraient rien si je faisais autrement. Ils contesteraient n'importe quelle volonté, te piétineraient. Je devais faire en sorte qu'ils croient à leur victoire totale, qu'ils baissent leur garde. La boîte de chocolat était notre secret. Te souviens-tu, enfant, quand tu disais que tu ne mangerais que, parce qu'il ressemble à de petites montagnes de ta terre natale? Et je riais, disant que de vraies montagnes ont une pierre dure à l'intérieur, pas de la pâte. Je savais que toi seul découvrirais ce chocolat. Le chemin à venir sera très difficile, ma chérie. Tu devras devenir forte, dure, plus forte que je ne l'ai jamais été. Ne crois personne, sauf ton cœur et tes vieux amis fidèles. Camille tenait le précieux document entre ses mains, son cœur battant la chamade. Elle avait lu la lettre de sa mère plusieurs fois, chaque mot résonnant comme une promesse d'amour et de protection. La vérité te protégera, avait-elle écrit. Ces mots résonnaient dans son esprit,
lui apportant à la fois du réconfort et de la douleur. Sa mère avait tout prévu, même après sa mort. Elle essuya ses larmes, remettant de l'ordre dans ses pensées. Elle observa les papiers étalés devant elle. Un certificat de propriété, un terrain de 6 arts dans une coopérative de jardinage à proximité de Lyon. Elle se souvenait de cette maison de campagne, un endroit où elles avaient passé tant de jours heureux avant que la vie ne les éloigne. Mais maintenant, ce souvenir lui semblait lointain, presque inaccessible. Elle feuilleta les documents, découvrant des reçus et un cadastre, mais rien qui ne lui redonne espoir. Puis, ses doigts touchèrent un document différent, plus épais et jauni par le temps. Elle le déplia avec précaution. C'était un contrat de vente pour leur appartement à Lyon, celui que son frère, Sta, considérait comme le sien. Le document était daté de 1985, mais ce n'était pas la date qui la frappa. C'était la clause au bas du contrat, qui stipulait que le paiement avait été effectué par sa mère, Anna, avec des fonds hérités de ses parents. Cela signifiait que l'appartement était la propriété directe de la lignée maternelle et devait être transmis uniquement par elle. Camille sentit un vertige l'envahir. C'était son arme, son véritable héritage. Sa mère avait gardé ce document pendant toutes ces années, sachant qu'un jour, il lui serait utile. Elle était sur le point de remettre les papiers dans l'enveloppe quand elle remarqua une note au dos de la lettre. Elle la retourna et lut, écrite en petites lettres presque illisibles, « Ne fais pas confiance à ton mari. J'ai vu son cœur. Le deuxième clé est là où nous nous cachions de l'orage. » Ces mots la brûlèrent plus que tout ce qu'elle avait vécu ce jour-là. Sa mère savait, elle avait tout compris et avait tenté de la prévenir. Camille avait vécu avec cet homme pendant 10 ans, le considérant comme son soutien, sa famille. Elle avait été aveugle. L'orage, ce souvenir d'enfance, surgit dans son esprit. Elle se revit, petite, cachée dans le grenier avec sa mère, écoutant les histoires pour apaiser sa peur. Elle rangea les documents dans l'enveloppe et sortit de la banque, le cœur lourd mais déterminé. Elle avait un plan. Elle composa le numéro d'Irene, la meilleure amie de sa mère, qui lui était comme une seconde mère. « Irene, c'est Camille. Je suis désolée de t'appeler si tard. Je dois venir chez toi tout de suite. » La voix d'Irene, habituellement si chaleureuse, était remplie d'inquiétude. « Que se passe-t-il, ma chérie ? Sta a-t-il dit quelque chose ? Il m'a mise à la porte. Je n'ai nulle part où aller. » Un silence pesant suivit, puis la voix d'Irene, tremblante de colère, résonna. « Je viens te chercher. Reste où tu es. » Une demi-heure plus tard, Camille se retrouva dans la petite cuisine d'Irene, entourée de l'odeur réconfortante des tartes. Irene, une femme petite et grisonnante, la regardait avec des yeux perçants. Camille, les mains tremblantes, sortit le contrat de vente. Irene lut le document avec attention, ses lèvres bougeant silencieusement. Puis elle leva les yeux vers Camille, un sourire fier sur le visage. « Ta mère était une femme sage. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Camille s'endormit sans pleurer. Elle se réveilla le lendemain, le cœur plus léger, prête à se battre pour ce qui lui appartenait. Elle se dirigea vers leur ancien appartement, le cœur battant. Elle frappa à la porte, et Sta ouvrit, l'air fatigué et mécontent. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Je suis ici pour parler de l'appartement, Sta. » Il éclata de rire. « De quel appartement parles-tu ? » « D'une autre. » Il se moqua d'elle, mais elle lui tendit une copie du contrat. « Lis ça, surtout la clause 4. » Il prit le document, ses yeux parcourant les lignes. L'expression de son visage changea lentement, passant de l'arrogance à la colère. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « C'est la preuve que l'appartement m'appartient aussi. » Il jeta le papier au sol, furieux. « C'est un vieux papier sans valeur. Je suis le propriétaire ici. Ce document prouve que c'est un héritage de notre mère.
Ça ne prouve rien, cria-t-il. Dégage d'ici avant que je n'appelle la police. Elle resta là, figée, regardant le document froissé à ses pieds. 2 jours plus tard, elle reçut une notification officielle de Sta, exigeant qu'elle retire ses affaires sous peine de confiscation. Elle découvrit également une annonce en ligne, appartement à vendre d'urgence, avec des photos de leur maison. Ils voulaient tout vendre rapidement, brûler les ponts. Irene, en voyant l'annonce, comprit. Il a peur que tu le poursuives en justice. Nous avons besoin d'un avocat. Camille utilisa toutes ses économies pour une consultation. L'avocat, un homme d'âge mûr, examina le contrat. C'est authentique, il n'y a aucun doute. C'est votre atout en justice. Mais il l'a mis en garde. Soyez prête, ce sera long et difficile. Votre frère se battra jusqu'au bout. Et il commença à se battre, mais pas dans le tribunal. Une semaine plus tard, Irene apporta un journal local, le visage pâle. Sur la première page, un grand titre, Tragédie familiale. Le chagrin mène au crime. Camille lut l'article, horrifiée. Sta avait donné une interview, peignant son épouse comme une folle, incapable de gérer la perte de sa mère. Elle a toujours été la fille à maman, et maintenant elle accuse son propre frère. Les mots de Sta la dépeignaient comme une femme déséquilibrée, prête à tout pour nuire à sa famille. Cela fonctionna. Les gens de leur petite ville, qui la connaissaient depuis toujours, commencèrent à la regarder avec méfiance. Elle se sentait isolée, piégée dans un monde de mensonges. Les soirées passées chez Irene devenaient de plus en plus sombres. Camille avait l'impression que tout était perdu. Un soir, Irene, habituellement si calme, se leva brusquement, ses yeux brillants de colère. « Je les déteste. Ils ont pris ta mère, et maintenant ils s'en prennent à toi. »« Que fais-tu » demanda Camille, surprise. « Je me souviens d'une tempête, quand tu étais petite. Ta mère t'a caché dans un vieux coffre. » Les souvenirs affluèrent, et Camille comprit que sa mère avait caché bien plus que des secrets. Sans attendre le matin, elles prirent un taxi pour la maison de campagne. Le terrain était sombre et silencieux, envahi par la végétation. Le vieux chalet semblait mort, mais Irene avait gardé la clé. Elles entrèrent, l'air lourd de poussière et d'oubli. Irene alluma une lampe de poche, révélant un intérieur délabré. Au grenier, murmura Camille, se dirigeant vers l'escalier branlant. Là-haut, dans le froid, elles trouvèrent le coffre en cèdre. Camille sentit son cœur s'emballer. Elle l'ouvrit, révélant des vêtements et des draps usés. Il doit y avoir un double fond, murmura Irene. Elles fouillèrent, mais ne trouvèrent rien. Puis, Irene remarqua une petite imperfection dans le bois. Elle appuya dessus, et un clic se fit entendre. Camille souleva la partie du fond, découvrant un petit clé en velours. Le deuxième clé, souffla-t-elle. Elles avaient trouvé ce que sa mère avait laissé pour elles. La joie et la confusion l'envahirent. Mais elles continuèrent à chercher, le coffre vide. Camille se sentit perdue. Que faire maintenant? Elle se rappela la lettre de sa mère, les mots résonnant dans son esprit. Ne crois personne, sauf ton cœur et tes vieux amis fidèles. Elles prirent le chemin du retour, déterminées à se battre. Camille savait qu'elle devait agir vite. Le lendemain, elle se rendit à la banque avec Irene, la clé en main et le cœur battant. « Je suis ici pour accéder à la cellule numéro 312, annonça-t-elle avec assurance. La jeune femme au comptoir, surprise, l'examina d'un regard sceptique. « Avez-vous les documents nécessaires ? » « J'ai ceci, » répondit Camille en tendant la clé. La jeune femme hésita, puis se leva pour vérifier. Camille attendit, le cœur battant. Après quelques minutes, la jeune femme revint, l'air plus sérieux. « Suivez-moi. » Elles traversèrent la salle jusqu'à une porte en acier.
Camille sentit son cœur s'emballer. Elle avait enfin une chance de prouver son héritage. La cellule s'ouvrit, révélant un tiroir rempli de documents. Camille fouilla rapidement, trouvant des preuves de propriété et des reçus. Elle avait enfin ce qu'il lui fallait. Avec Irene à ses côtés, elles retournèrent chez Sta. Camille frappa à la porte, déterminée. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » Sta ouvrit, l'air surpris. « Qu'est-ce que tu veux encore ? » ?»« Je veux mon héritage. » Elle lui tendit les documents, son cœur battant. « Tu ne peux pas me le voler. C'est à moi. » La colère de Sta était palpable, mais Camille ne recula pas. Elle avait enfin retrouvé sa force. Le jugement du tribunal était imminent, et elle était prête à se battre. Au final, la vérité triompha. Le testament de leur mère fut reconnu, et Camille récupéra non seulement l'appartement, mais aussi sa dignité. Sta fut condamné pour fraude, et Victor disparut de sa vie. Camille se tenait dans son appartement, les fenêtres grandes ouvertes, laissant entrer l'air frais de l'automne. Elle avait retrouvé non seulement un foyer, mais aussi son honneur. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux